La semaine passée, j'ai traité avec vous de l'hindouisme et du bouddhisme. Nous allons rester dans la période de la naissance du bouddhisme avec les origines de la philosophie en Grèce, dans le monde grec plus exactement. En effet, vous vous souvenez peut-être que Bouddha avait vécu entre le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ et d'autre part le début du Ve siècle. Donc entre le milieu du VIe siècle et le début du Ve siècle. Donc grosso modo entre 550 vraisemblablement et 480-460 d'après les calculs qu'on a pu faire et d'après ce que la tradition rapporte. On n'a évidemment pas d'extrait d'acte de naissance pour cette époque-là, ni d'extrait d'acte de décès, cela va de soi. Je vous avais parlé également, très brièvement, de deux autres penseurs que l'on trouve en Chine à la même époque, Lao Tzu et Confucius. Eh bien, ce qui est très intéressant à remarquer, c'est qu'il y a un synchronisme entre l'apparition de ces pensées en Orient, donc en Inde, en Chine, et d'autre part, l'apparition des premières écoles philosophiques en Grèce. Ça se passe en même temps. Il n'y a pas de lien, évidemment. Il n'y a pas de lien culturel, mais ça se passe en même temps, et c'est intéressant à noter, me semble-t-il. Alors je vous parle ici bien entendu ici du monde grec. Mes étudiants d'histoire savent que par monde grec, on entend le centre et le sud du territoire national grec actuel. On entend également par monde grec, à cette époque-là, la côte du territoire turc actuel. On entend évidemment toutes les nombreuses îles de la mer Égée, les Cyclades, les Sporades. On entend également et surtout, je dirais, le sud de l'Italie et la Sicile, ce que on a appelé la Grande Grèce. Et si vous voulez voir de superbes vestiges et monuments de la civilisation grecque, même archaïque, il faut aller dans le sud de l'Italie et en Sicile. Il ne faut pas aller en Grèce proprement dite. Voilà. À savoir si vous aimez le tourisme. Je vais traiter avec vous aujourd'hui de 3 écoles. Tout d'abord, ceux que l'on appelle les ioniens ou physiologues, ensuite les pythagoriciens et enfin, dans un dernier temps, les éléates. Donc ce sont les 3 écoles philosophiques dont je vais vous parler aujourd'hui. Je commence tout d'abord par les ioniens ou physiologues. Autrement dit, c'est la première école philosophique grecque. Où se trouve l'Ionie? Alors l'Ionie, c'est en fait un ensemble de territoires qui se trouvent sur la côte occidentale de la Turquie actuelle. C'est la région, à l'époque, de villes comme Milet et Éphèse. C'est dans cette région-là que, pour la première fois, on va se poser des questions sur la constitution du monde. Alors on s'est peut-être posé des questions avant, sans doute, mais c'est à partir de cette époque-là que l'on a les plus anciens fragments
révélateur de cette interrogation sur ce que c'est que le monde, comment il est constitué. Alors ces penseurs grecs, se présentent comme parole, expression de la parole du Dieu. Il n'est pas précisé duquel, hein. C'est du Dieu, du divin. Je crois que c'est plus exact de parler de divin, parce que sinon, on pourrait tout de suite faire des associations avec le monothéisme, ce qui n'est pas du tout dans leur vue. Ils sont porte-parole du divin. Tous ces auteurs qui vivent en Ionie ont écrit des traités, en tout cas se les rapporter comme cela par la tradition ultérieure, sur des traités qui s'intitulent « De la nature ». Nature, en grec, c'est « physis », qui a donné le terme « physique » en français. Mais ce terme de physique, il ne faut pas évidemment l'utiliser au sens actuel, c'est pour ça qu'il vaut mieux parler de physiologie, de physiologue, c'est-à-dire des gens qui portent un discours sur la nature. D'autant plus que vous savez que le terme physician en anglais, ça veut dire médecin, donc il faut faire attention. Hein. Vous savez que les mots qui se ressemblent d'une langue à l'autre n'ont pas toujours le même contenu, la même signification. Donc la physis. Je vous l'écris au tableau, je vais écrire quelques rares mots en grec avec leur transcription en français, parce que ce sont des mots très connus que vous allez peut-être trouver dans des ouvrages d'histoire de la philosophie. Donc je vais les écrire au tableau. Donc, ce sont d'ailleurs des lettres que vous connaissez sans doute par les mathématiques. Hein. Vous savez, en mathématiques, même quand on ne fait pas des études gréco-latines, on utilise souvent des symboles à tirer de l'alphabet grec. Donc la plupart de ces lettres, vous les connaissez. Hein. Donc, physis, en français, ça s'écrit comme... Enfin, français, je veux dire, en caractère latin, exactement. En caractère latin, ça s'écrit comme ceci. En grec, ici, vous avez une première, deuxième, ça va. Donc, ça, c'est la lettre phi. Vous la connaissez, hein, puisque c'est le symbole du vide en mathématiques. Il y a des mathématiciens ici. Vous avez ensuite la lettre upsilon. Puis vous avez la lettre sigma, qui n'a pas la même forme suivant qu'elle est à l'intérieur d'un mot ou à la fin d'un mot. Donc vous avez ici la lettre sigma. Puis vous avez iota, et puis vous avez la lettre sigma, qui a cette forme-ci parce qu'elle est à la fin d'un mot. Ça va? Donc phi, upsilon, sigma, iota et sigma. Physis, qui veut dire nature en grec. Alors, le premier auteur qui nous est rapporté par la tradition s'appelle Thalès. Auteur que les mathématiciens connaissent bien, et pas seulement les mathématiciens, théoriquement, vous tous, vous devez connaître Thalès, ne fût-ce que par son célèbre théorème concernant les triangles. Je crois que c'est un nom qui ne vous est pas étranger du tout, Thalès. Alors Thalès, nous, on dirait a posteriori qu'il a plusieurs casquettes, mais à l'époque, c'est la même casquette. On pourrait dire qu'il est physicien, astronome, physicien, comment dirais-je, au sens où nous l'entendons, il est philosophe. Mais à cette époque-là, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de division du travail comme nous l'appliquons. Ça n'a pas de sens à cette époque-là. C'est en fait quelqu'un qui réfléchit sur la nature du monde, sur la nature de l'univers.
Donc il n'a pas plusieurs casquettes. À cette époque-là, il n'y a pas de distinction entre la philosophie et la science. Ça forme un tout. Alors en effet, il faut savoir que on sort, et quand je dis on sort, on est toujours dedans, mais on se détache progressivement de la vision mythologique de l'univers, et je dis progressivement, parce que ces physiologues sont encore imprégnés de mythologie, et ils utilisent souvent le mythe pour expliquer leur vision du monde. Il y a un auteur dont je vais vous parler tout à l'heure, Jean-Pierre Vernant, un grand helléniste français qui vient de décéder il y a un an, si mes souvenirs sont bons, il avait 93 ou 94 ans, et qui explique en fait que contrairement à ce que l'on trouve souvent dans les ouvrages de philosophie, il n'y a pas de distinction à cette époque-là entre la religion et la philosophie, entre le mythe et la raison. La raison naît du mythe. La raison ne naît pas en opposition au mythe. Il y a un Éléate qui appartient à la troisième école dont je vous parlerai tout à l'heure, qui s'appelle Xénophane, qui, en fait, est le premier qui va, comment dirais-je, non pas démythologiser le monde, mais ce qu'il va faire, c'est critiquer l'anthropomorphisation que l'on fait des dieux. Alors ça veut dire quoi, l'anthropomorphisation? Ça veut dire qu'il va critiquer l'image que l'on a des dieux, qui ont les qualités et les défauts des êtres humains, et manifestement pour lui, l'image que l'on donne des dieux n'est rien d'autre qu'une projection amplifiée de ce que c'est qu'un être humain. Mais Xénophane n'est pas opposé à la religion. Simplement, il dit qu'il y a la religion du petit peuple, qui est une religion anthropomorphique, c'est-à-dire où Zeus, je ne sais pas moi, Déméter, Artémis, Athéna ou Héra ont le visage, ont le caractère des êtres humains amplifiés. Mais il ne critique pas du tout le divin. Pour tous ces physiologues, le divin est là. Donc il faut bien se rendre compte que critiquer les formes de la mythologie ne signifie pas pour autant que l'on n'est pas religieux. Il y a une grande différence. Simplement, eux ont une autre vision de la religion. Enfin, quand on dit la religion, du divin. C'est ça qu'il faut bien. Ce serait trop... Ça n'aurait pas de sens d'imaginer qu'on est passé d'une époque où l'on croyait au mythe à une époque où on ne croit plus au mythe. D'ailleurs, pédagogiquement, ces auteurs utilisent souvent les mythes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs on va le voir après les vacances de carnaval, quand on étudiera Platon, Platon a utilisé, pour des raisons pédagogiques, le fameux mythe de la caverne. Donc on utilise encore ce procédé mythique, mythologique, pour faire passer des choses. Donc la notion de divin est là, mais elle n'a rien à voir avec la religiosité populaire. Je crois avoir été suffisamment long sur ce sujet maintenant. Alors Thalès. Alors on prête à Thalès toute une série de découvertes mathématiques, en particulier que pour calculer la hauteur d'une pyramide, il suffit de planter un bâton à proximité de cette pyramide et de comparer l'ombre portée sur le sol par la pyramide et l'ombre portée par le sol, sur le sol par le bâton. La proportion étant la même. Donc si vous avez un bâton qui a, je ne sais pas moi, allez, 1 mètre, son ombre à 2 mètres si le soleil est très bas, disons, je dis n'importe quoi ici, mais si le soleil est très bas, son ombre à 2 mètres, et donc si au sol on voit que la pyramide porte une ombre grâce au soleil de, je ne sais pas moi, par exemple, je vais dire n'importe quoi, allez, disons 100 mètres,
je ne tiens pas compte de la hauteur réelle des pyramides, 100 mètres, hein, eh bien ça veut dire que la pyramide n'aura que 50 mètres de hauteur, puisqu'il va falloir diviser par 2. On est bien d'accord, hein? Voilà. Donc on lui prête, hein, la découverte de cette loi. Alors Thalès, mais considère qu'il y a une substance, une matière, qui est à l'origine, ou que plutôt dont tous les corps sont composés, et cette matière peut donner des formes. C'est ce que pensent alors tous les physiologues avec des matières diverses dont je vais vous parler tout à l'heure. Et cette matière, pour lui, c'est l'eau. C'est l'eau. La réflexion, évidemment, n'est pas idiote. Pourquoi? Il essaie de savoir de quoi nous sommes constitués. Et d'ailleurs, nous savons que nous sommes constitués, je crois que c'est quoi, près de 90% d'eau, hein, dans notre corps, en tout cas, une part très très importante. Hein. L'eau est essentielle. Si vous prenez une pomme de terre, ben, je crois que là, il est encore plus. Hein. Ça va? Donc, l'eau est partout, et il remarque surtout que, pour pouvoir vivre, nous avons besoin d'eau. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau. Enfin, le pense-t-il. Hein? C'est pas tout à fait faux non plus, d'ailleurs. Hein? On voit que l'eau est essentielle à la vie. Il faut savoir aussi que Thalès vit au bord de la mer et que pour les Grecs, l'eau est partout présente. En Grèce, même en Grèce continentale, on ne doit pas faire plus de 80 km pour être à proximité de l'eau. Donc on ne peut pas être grec et ignorer l'existence de la mer. L'eau est partout. Donc, on comprend que le premier des philosophes, entre guillemets, le premier des physiologues, est considéré que c'était l'eau qui était la matière première, si je puis dire, de tout ce qui existe, de tout ce qui est. Deuxième penseur, il s'appelle Anaximandre. Anaximandre. A-N-A-X-I-M-A-N-D-R-E. Anaximandre. Alors, Anaximandre est, comment dirais-je, un esprit beaucoup plus complexe. Anaximandre ne parvient pas à déterminer vraiment quelle est cette substance qui est à l'origine de tout. Pour lui, il s'agit d'une matière indéterminée, qu'il appelle apeiron. Je vais l'écrire au tableau. Alors, je l'écris d'abord en caractère latin. Et un peu plus grand, parce que l'auditoire est quand même assez vaste, pour que tout le monde puisse le lire, apeiron. Donc, en caractère grec, c'est en alpha, bien sûr. Alors, il y a deux accents ici. Puis, vous avez la lettre pi, que vous connaissez, hein, 3,14, etc. Puis vous avez epsilon, iota. Puis vous avez la lettre rho, qui semble un P, mais en fait c'est de son R. Puis vous avez omicron, et puis vous avez la lettre nu. Ça va? Apeiron. Oui, il y a deux manières d'exprimer le O en grec. Ça peut être un petit O ou un grand O, suivant que le son est court ou long. C'est pour ça qu'on dit O-micron, le petit, et O-méga, le grand O. Ça va? Vous voyez que le son est prolongé. Hein? La lettre E aussi, il faut faire attention, il y a epsilon et il y a eta. Hein? Donc apeiron, ça veut dire indéterminé. Apeiron. Alors, on a traduit, surtout au XIXe siècle, apeiron par infini. Alors, ce n'est pas infini, c'est indéfini. Ce n'est pas la même chose.
Parce que vous savez que dans notre langue, en français, infini signifie quelque chose qui n'est pas achevé. Hein? Dans infini, vous avez le mot fini, ce qui veut dire la fin. Donc infini, c'est ce qui n'a pas de fin dans notre vocabulaire courant. Donc quand on dit l'univers est infini, ça veut dire qu'il n'a pas de frontière, littéralement. Infini, ça veut dire la frontière. Hein, quand vous pensez au bout de la Bretagne, au bout de l'Eurasie, à l'ouest, ça s'appelle le Finistère. Donc ça veut dire la terre de la fin, le Finistère. Hein, il y a une église à Bruxelles, à côté de l'Innovation, hein, rue Neuve, qui s'appelle l'église du Finistère, justement. Hein. Voilà. Donc, on a décidé de... En fait, apeiron signifie indéterminé, indéfini. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Alors, le problème est de comprendre, parce que vous savez que pour ces auteurs-là, ils n'ont pas laissé un traité. Ils ont écrit des traités, mais dont on ne possède que des fragments, donc des petits morceaux. Et ça veut dire, à partir de ces petits morceaux, de ces citations que l'on retrouve dans les auteurs ultérieurs, dans ce qu'on appelle, il y a la doxographie, il y a en particulier, comment dirais-je, un auteur qui, bien plus tard, a essayé de rassembler tout ça et d'écrire la biographie des philosophes, hein, qui s'appelle Diogène Laërce. Alors, on a supposé, sans plus de certitude que ça, que cette matière indéfinie, indéterminée, serait une sorte de chaos, vous savez, cette soupe primitive, hein, qui aurait constitué l'origine de l'univers. Mais rien n'est moins sûr, de toute façon. On va passer maintenant à un troisième penseur, après Thalès et après Anaximandre, c'est Anaximène. A-N-A-X-I-M-E, accent grave, N-E. Alors Anaximène, il pense que ce n'est pas l'eau qui constitue l'essentiel. C'est vrai que l'eau, c'était une très bonne intuition, hein, ou une très bonne hypothèse, plus exactement. On se situe plutôt dans le domaine de l'hypothèse. Le mot hypothèse, pour ceux qui ne sauraient pas, vient de deux mots grecs qui veut dire ce qui se trouve en dessous d'une position défendue. Hypo, upo, en grec, ça veut dire en dessous. Hypothèse. Et thèse, c'est la position. Ça va? Alors, la traduction littérale en français de hypothèse, c'est supposition. Voilà. Quand on dit supposition, hypothèse, ce sont des synonymes, puisque supposition, c'est ce qui est en dessous de la position, donc hypothèse. Voilà. Alors, Anaximène pense que cette substance, cette matière dont tous les êtres sont constitués et qui peut constituer des formes, c'est l'air. Parce que, oui, l'air nous entoure, nous baignons dans l'air, et sans air, nous ne pouvons pas vivre. Effectivement, nous respirons, et s'il n'y a plus d'air, la vie disparaît. Donc c'est une autre hypothèse du même type que celle de l'eau tout à l'heure. Alors, air en grec, c'est facile, ça se dit aer. Hein? Donc, aer, vous voyez, aer, comme ceci. Donc vous avez alpha, et puis vous avez la eta, et c'est plus epsilon, puis un rho à la fin. Voilà. A, alpha, eta et rho. Vous savez que la lettre, ce sont des caractères, pour un certain nombre d'entre eux, qui doivent vous rappeler l'écriture cyrillique, celle qu'on utilise en Russie, en Bulgarie, etc. Le fameux rho, c'est ce qui semble, quand il est écrit en majuscule, c'est l'équivalent, c'est la lettre P, si vous voulez. Hein? On a l'impression que c'est un P, en fait c'est la lettre R. Et c'est comme ça qu'à l'époque de l'URSS, on voyait 3C suivis d'un P. Pour ceux qui ne connaissent pas le cyrillique, c'était C, 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 P. En fait, c'était pas C, 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 P, parce que
ce que l'on croit être un C, hein, en fait, c'est un gamma, hein, et donc en fait, non, un sigma, excusez-moi, et donc en fait, vous avez ces SSSR. Alors on pouvait croire que c'était CCCP, hein, vous savez, Gagarine, quand il est parti là, dans le ciel, en fait, la lettre qui ressemble à un C, en fait, c'est la lettre S, donc c'est SSSR, mais ça c'est l'écriture cyrillique, ça va? Bon. Alors, donc lui, il pense que c'est l'air. Et effectivement, souvenez-vous ce que je vous ai expliqué la semaine dernière quand j'ai parlé de l'hindouisme. Je vous avais dit l'importance de l'air, de l'âme. L'âme est associée à l'air. Effectivement, lorsque nous mourrons, nous disons que, enfin nous disons pas, et nous ne dirons pas non plus parce qu'on aura autre chose à penser que de faire d'étymologie ce jour-là, mais en fait, quand quelqu'un meurt, il expire. Et on dit, il a expiré à telle heure. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'air qui rentre dans les poumons. Expirer, ça veut dire faire sortir. Aspirer, c'est à l'intérieur. Expirer. Voilà. Et donc, pour eux, l'air, c'est quelque chose de fondamental. Enfin, pour nous, mais pour Anaximène aussi. Et cette notion d'air, je vous avais dit que l'air, chez les Grecs, c'est aussi air, mais c'est l'âme, c'est pneuma. Pneuma qui veut dire à la fois l'air, mais c'est le souffle. C'est le souffle. Pneuma qui a donné le mot pneumatique en français. Et sous sa forme abrégée, pneu. Quand vous dites que vous avez des pneus à votre voiture, enfin j'espère, donc vous avez une chambre à air, hein, une chambre à air. Donc un pneu, c'est l'abréviation de pneumatique. Voilà, qui vient de pneuma qui veut dire le souffle, l'air. Alors on va passer maintenant à un dernier auteur de cette école des physiologues. Alors je réfléchis. Oui, il y en a plusieurs, mais enfin le plus important, je ne vais pas parler de tous, vous savez, parce que l'objectif de mon cours n'est pas d'être encyclopédique. Le but de mon cours, c'est que vous compreniez bien l'évolution de la pensée, comment tout cela est né, la genèse de la pensée, et a permis à la philosophie d'en arriver au stade qui est celui de notre époque. Alors, le dernier auteur dont je vais vous parler pour cette école s'appelle Héraclite, avec un H, Héraclite. Alors là, c'est un grand auteur aussi. Alors, Héraclite pense qu'il s'agit du feu. Mais le feu, entendons-nous bien, le feu doit être compris dans deux sens. Le feu, c'est à la fois ce qui nous anime, c'est l'activité qui nous fait bouger. Le feu peut aussi avoir des côtés destructeurs, mais c'est la vie essentiellement. Le feu, c'est quelque chose qui est impalpable. Hein, le feu, moi je ne suis pas physicien, mais enfin, quand on voit une flamme, hein, c'est l'expression d'une combustion sous la forme d'une luminescence. Vous êtes bien d'accord? Il y a une combustion, et alors l'expression de cette combustion dans l'air, il faut de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, vous n'aurez pas de flamme, bien entendu. C'est cette luminescence qui donne, c'est cette couleur rouge, rougeâtre, jaunâtre, hein, ou orangée, hein, qui est celle du feu lorsqu'il y a combustion. Alors pour lui, c'est aussi l'image, comment dirais-je, du devenir. Mais entendons-nous bien, tous les auteurs dont je vous ai parlé pensent que l'être, hein, l'être est là, l'être avec un grand E, et par conséquent, la notion de devenir qui est introduite par Héraclite, ce n'est pas que l'être change, ce n'est pas que nous changeons. Effectivement, quand on voit qu'il y a du feu, eh bien, il y a une modification de la substance. Le bois, hein, devient de la cendre, on est bien d'accord. Donc il y a une transformation, une métamorphose. Hein? Eh bien,
Pour Héraclite, ce n'est pas l'être qui est en devenir, c'est le devenir qui est dans l'être. C'est le devenir qui est dans l'être. Il y a une autre expression, oui, feu en grec, ça se dit pour, qui a donné par exemple la pyrotechnie, la technique du feu, quand par exemple il faut envoyer le feu d'artifice. On parle d'un pyromane, quelqu'un qui a un fou qui a besoin de faire tout le temps brûler des objets, des maisons, etc. Donc, alors, ça vient du mot, enfin, en français c'est pour, et donc en grec c'est, donc vous avez la lettre pi, ça va, suivi de upsilon, avec une sorte de ti à l'espagnol, et puis vous avez rho. Donc maintenant vous commencez à vous habituer à cet alphabet, pour. Alors Héraclite a, puisque tous ces physiologues, ce sont des poètes, ils écrivaient en vers. La philosophie était écrite en vers. C'est quelque chose qui peut nous étonner aussi, mais donc c'est très poétique lorsqu'on lit ces fragments. C'est Héraclite qui a écrit cette phrase célèbre qu'on trouve dans un de ces fragments, c'est « tout s'écoule ». Autrement dit, lorsque vous êtes dans une rivière, vous n'êtes jamais dans la même rivière, puisqu'effectivement, l'eau n'arrête pas de couler. Donc, on n'est jamais deux fois dans la même rivière. On croit être toujours dans la même rivière, mais non, parce que l'eau a coulé. Donc, tout coule, ou tout s'écoule. En grec, ça se dit panta rei. Pantos, c'est tout. Je vous ai parlé du panthéisme, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, le panthéisme, c'est considérer que Dieu est partout, ou que le divin imbibe l'univers. Le canal de Panama, eh bien, c'est le canal qui réunit toutes les Amériques. Dans Pan, les deux, Ama, Amérique, Panama. C'est un pays qui réunit l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Panama. Voilà. Alors, oui, je ne peux pas écrire Pantarei au tableau parce qu'il ne faut pas accumuler les choses non plus. Ça va? Oui, dans Pantarei, vous avez le verbe reo, couler, et pour fixer un peu les choses, pensez aux mots qui sont constitués par ce suffixe. En français, il y a la diarrhée. Ça va? La diarrhée, c'est un mot bien savant pour dire quoi? Réo, ça veut dire couler. Et dia, ça veut dire à travers. Vous avez compris ce que c'est la diarrhée. C'est ce qui coule entre. Oui, donc c'est un mot bien savant. Vous savez, en médecine, on a parfois des mots très savants pour dire des vérités assez triviales. Donc la diarrhée, c'est ce qui coule entre. Voilà. Donc maintenant, vous le savez. Alors, je vais passer... Donc, quand on fait la synthèse des 4 penseurs de cette école physiocratique, on remarque qu'ils se sont tous interrogés sur le réel à partir des sens. Donc, autrement dit, ce sont nos sens, la respiration, le toucher pour l'eau, le feu, qui sont à l'origine de notre connaissance de l'univers, de la matière. Mais entendons-nous bien, il ne faut pas imaginer que ces auteurs, ces physiologues, fonctionnent comme Francis Bacon, qui était le chancelier d'Angleterre à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, fonctionnait lorsqu'il met au point l'empirisme et l'expérimentation. C'est pas de ça, parce que pour eux, ce qui tombe sous naissance, c'est parce que Dieu, le divin, je n'utilise pas le terme Dieu, parce que c'est pas ça qu'ils ont en tête. Ne parlez pas de Dieu pour Platon ou pour Aristote, même si c'est le mot qu'ils utilisent, parlons plutôt de divin. Je crois que
on est beaucoup plus proche de ce qu'il devait avoir en tête. Voilà. On passe maintenant à la deuxième école philosophique dans le monde grec. C'est c'est l'école des pythagoriciens. Pythagore, ça dit quelque chose, je crois, à tout le monde, et pas seulement aux mathématiciens qui sont ici. Tout le monde se souvient, je ne sais pas, c'est peut-être en deuxième secondaire, hein, je ne sais plus très bien, quand on voit en troisième secondaire, je vois que les mathématiciens ont la gentillesse de me faire un petit signe, hein. Ce sont donc les... qu'est-ce que je disais maintenant? Oui, tout le monde connaît donc ce théorème de Pythagore, hein, qui est étudié donc au début de l'enseignement secondaire en tout cas. Mais avant de revenir au théorème de Pythagore, je voudrais vous dire un petit peu qui est Pythagore. Alors Pythagore a vécu en Grèce. Il a vécu en fait en Sicile, dans le sud de l'Italie, et Pythagore c'est un peu un mystique. Il aurait été influencé, mais rien n'est sûr, vous savez, il aurait été influencé par les philosophies, ou les sagesses plutôt, de l'Orient. Il faut savoir que quand on parle du miracle grec, souvent, du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est en fait un concept qui a été inventé par des hellénistes au 19e siècle. En fait, les Grecs sont les héritiers des Babyloniens, des Assyriens. Les étudiants d'histoire savent que ce sont les Mésopotamiens qui ont inventé le système sexagésimal que nous utilisons. Hein? De nouveau, pour les mathématiciens qui sont ici, hein? Le système sexagésimal, donc c'est un système mathématique sur une base de 60, qui est celui que nous utilisons pour les heures, pour les minutes, hein, et qui a son origine, bien entendu, dans le nombre de jours que l'on croyait pour une révolution de la Terre autour du Soleil, ou plutôt du Soleil autour de la Terre à l'époque, puisque hein, on n'était pas encore dans le bon, si je puis dire. Il faudra attendre Copernic en 1542-43. Alors on croyait qu'il y avait 365 jours, en fait, on sait bien que c'est 365, plus des poussières, plus 6 heures et quelque chose, hein, depuis la réforme du calendrier grégorien. Vous savez qu'il y a les années non seulement bissextiles, mais ça on le sait depuis César, depuis le calendrier julien, et puis on a rajouté, en plus de ça, suivant qu'on est dans les siècles ou les millénaires, on rajoute un jour ou on en supprime un, tout ça pour essayer que le calendrier, notre calendrier, soit au plus proche du calendrier astronomique. Donc, je vous expliquais que Pythagore a donc été plus que vraisemblablement influencé par les sagesses et voire par les sciences du Proche-Orient de son époque, la Mésopotamie et l'Égypte sans doute aussi. Pythagore va créer une école. Et quand je dis une école, on pourrait même dire une secte. On peut parler de la secte des pythagoriciens, parce que cette école était organisée de manière très stricte, avec des règles. On peut même dire que les pythagoriciens étaient des moines. Hein. Il y avait des années d'apprentissage pendant lesquelles il y avait une obéissance absolue par rapport au maître, une sorte de gourou. Et dans cette secte, on progressait de manière initiatique, par étapes successives. Alors, Pythagore et les membres de son école vivent dans le sud de l'Italie. Dans le sud de l'Italie, comme en Grèce, le ciel est presque tout le temps bleu. Hein, vous savez que si vous allez en Sicile, si vous allez en Grèce, hein, vous n'avez pas du tout le ciel que nous avons ici en Belgique. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va dans ces pays-là. Le ciel est souvent tout bleu. Si le ciel est tout bleu, ça veut dire qu'on peut voir
le ciel. Chez nous, on ne le voit pas. On voit les nuages, la plupart du temps. Aujourd'hui en particulier, puisqu'il neige. Si vous êtes en Grèce, pendant une grande partie de l'année, vous voyez la nuit les étoiles. Autrement dit, les Grecs ont été favorisés, autrement dit, l'environnement physique favorise le développement de spéculations à partir de l'observation. Deux mots français qui viennent du latin et au-delà du grec nous rappellent un petit peu l'origine religieuse de l'observation du ciel, car les pythagoriciens étaient religieux. Quand je dis religieux, de nouveau, je fais référence à un sentiment de religiosité lié au divin. Pensez au mot considérer et contempler. Le mot considérer signifie regarder les étoiles. Sidereus, en latin, signifie étoile. Ce terme apparaît d'ailleurs dans le titre de l'ouvrage de Galilée. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le messager des astres, des étoiles ». Nuntius Sidereus, au début du XVIIe siècle. Eh bien, considérer, c'est observer les étoiles. Donc nous, quand dans le vocabulaire courant, nous disons « je suis en train de considérer un problème », nous oublions, nous sommes amnésiques de notre propre langue, puisque nous oublions que considérer signifie d'abord observer le ciel, être en méditation. Donc considérer, ce n'est pas un mot qu'on peut utiliser de manière quelconque, comme synonyme de analyser un problème. Non, ce n'est pas la même chose, les mots ont leur signification. Et c'est le gros problème de notre époque, c'est qu'on oublie le sens des mots, souvent. C'est pour ça qu'il faut constamment essayer d'enrichir le vocabulaire de vos élèves, pour qu'ils s'approprient ou se réapproprient leur propre langue. Autre mot, celui de contemplation. Contempler, ça signifie regarder le ciel de nouveau, être en méditation à partir de l'intérieur d'un temple. Contempler. Parce que les ouvriers, quand ils construisaient le temple, avant que le temple soit terminé et que le toit soit posé, ils observaient à partir de l'intérieur du temple, quand le toit n'était pas encore posé, ils observaient la voûte étoilée. Donc vous voyez, c'est intéressant d'étudier les racines des mots, l'étymologie des mots. Et donc les pythagoriciens, ce sont des gens qui observent le ciel et qui vont en déduire des lois. Ils observent le ciel et qu'est-ce qu'ils voient dans le ciel? Ils voient des étoiles, mais des étoiles qui forment des figures. C'est depuis l'époque, c'est déjà depuis les Mésopotamiens, qu'on a parlé du zodiaque, etc. Donc on a parlé de la grande ours, la petite ours, voilà. Et vous savez que la plupart des constellations, pas pour des étoiles qu'on a découvertes plus récemment, bien entendu, mais portent des noms grecs. Cassandre, il y a tous des noms, Castor et Pollux, etc. Donc ce sont des termes qui sont liés justement à la mythologie des Grecs, parce qu'ils observaient le siècle et ils ont donné des noms à ces étoiles. Les Gémeaux, c'est Castor et Pollux justement, c'était deux jumeaux dans l'Antiquité, enfin dans la mythologie grecque. Et donc vous voyez, ils observent le ciel. Et quand ils voient le ciel, ils observent le ciel, ils voient qu'il y a des figures. Et ils se disent que les figures, les étoiles, pour eux, le ciel c'est divin. Et donc pour eux, le ciel, si vous voulez, contient la vérité de l'univers. En tout cas, nous donne à voir la vérité de l'univers. La réalité, plus exactement, de l'univers. Et pour eux, ils voient que dans ces figures, il y a 3 étoiles, 5 étoiles, 10 étoiles, que sais-je, 6, 8. Et pour eux, donc, les nombres ne sont pas des symboles, mais sont la réalité même de l'univers. Ce ne sont pas des symboles. C'est intéressant pour les mathématiciens de réfléchir un petit peu à ce problème. Parce qu'on fait souvent des mathématiques de manière très abstraite. Mais chez eux, ça part d'une observation concrète.
il voit des figures, les nombres ne sont pas des symboles, mais sont la réalité elle-même. Et donc, quand il philosophe sur ce que nous, on appelle banalement la réalité, eh bien, ils partent de ces figures. Alors, quand on pense à Pythagore, on pense bien entendu au théorème dont je vais vous parler dans un instant, mais on pourrait penser qu'on part, quand on parle des nombres, on peut penser qu'on part du simple vers le multiple. 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. Pour Pythagore, ce n'est pas ça du tout. L'être est 1. Donc pour lui, il part du cercle, et les nombres sont des subdivisions du cercle. Autrement dit, les nombres sont des subdivisions de l'un. Donc ça procède un petit peu comme des cellules. Vous savez, les cellules qui se dédoublent et puis qui elles-mêmes deviennent multiples. Donc on part de l'un, et puis l'un se divise en deux. Et ce sont 2 fois 1. Mais on part toujours de l'un, unique. Donc c'est ce qu'on appelle une pensée moniste, de monos. C'est un mot que vous connaissez bien sûr, monos, qui veut dire un seul. Pensez à monarchie par exemple. C'est un régime politique où il y a une personne qui gouverne et qui dirige. Alors, je vous présente ça graphiquement. Donc, nous, on aurait tendance à représenter de manière simple, pour les enfants, au quoi il y a 1, puis il y a 2, puis il y a 3, etc. Mais pour Pythagore, ça ne se passe pas, les pythagoriciens, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez le cercle, qui est 1, et vous avez des subdivisions du cercle. C'est comme une cellule, si vous voulez. Mais les nombres ne sont que des subdivisions de l'un, et ne sont donc pas des multiples. Les lois que les pythagoriciens vont trouver, vont inventer, partent de figures. Donc ils ne sont pas dans l'abstraction. C'est ainsi que lorsque vous partez, allez, vous avez une unité ici. Alors, ça fait donc 1 plus. Si vous faites la somme des nombres impairs, vous allez obtenir des carrés chaque fois. Donc 1 plus 3 va donner 4, qui est bien le carré de 2. Bon. Vous ajoutez 5 à ce carré. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez que c'est l'addition de la succession des chiffres impairs. 1, plus 3, plus 5, ça vous donne combien? Ça vous donne 9. Vous voyez que 9 est également un carré. C'est le carré de 3. Donc, vous voyez que partant de l'observation des étoiles, ils déduisent des lois mathématiques, que la somme des chiffres impairs qui se succèdent donne lieu à des carrés. Quand vous prenez le célèbre théorème de Pythagore, je vais peut-être le faire... attendez. Je vais filer ceci et... Non, je vais le faire sur l'autre tableau parce que sinon vous n'aurez plus ceci en vue. Donc je le fais sur le tableau qui est là-bas. Le célèbre théorème de Pythagore que, je suppose, tout le monde connaît, sinon je vais vous rafraîchir très rapidement la mémoire. Le théorème de Pythagore, c'est que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés construits sur les deux autres côtés du triangle. On voit ça concrètement. Vous avez, je vais le faire évidemment avec des nombres faciles pour que mon calcul soit évidemment élémentaire. Vous avez ici
Donc, ceci, 3, ici on va prendre 4, j'espère ne pas être trop mauvais, voilà, donc 3, 4, maintenant, pour calculer l'hypoténuse, on va devoir, l'hypoténuse qui est ici, vous voyez bien que c'est un triangle rectangle, je dis bien un triangle rectangle. Eh bien, vous allez construire d'abord un carré sur la base, ici. Je dis bien construire un carré, parce que quand on dit 2 au carré, c'est bien un carré qui est construit à partir d'une distance, d'un segment de droite. Moi, je ne dessine pas très bien, d'autant plus que je ne suis pas... Enfin, j'espère... Donc, le carré est ici. Alors, on construit un carré ici. Ça va? Et maintenant, on va construire un carré à partir de l'hypoténuse. Alors, ce carré qui est construit ici, en fait, on va voir qu'il correspond à la somme des surfaces des carrés construits à partir des deux autres côtés du triangle rectangle. Donc, autrement dit, si ici vous avez le nombre 3, ici le nombre 4, donc ça veut dire le carré construit sur 3, plus le carré construit sur 4, on est bien d'accord, donc ça fait déjà ici 9, ici c'est 16, alors on nous dit que ça fait 25. Alors pour trouver évidemment l'hypoténuse, il faut évidemment en tirer la racine carrée justement. Alors le gros problème, c'est quand on en tire la racine carrée, vous pouvez avoir deux nombres qui sont à l'origine de ce carré. Ça peut être plus 5 ou moins 5. D'accord, ceci c'est un carré. Alors ici, ça peut être plus 5 ou moins 5. Ça va? Alors, ça va poser un grand problème philosophique, ceci. Le fait que la racine carrée de 25 peut être tirée de deux nombres différents. Ça va constituer la première crise de la philosophie antique, la crise du monisme. Puisque je vous avais dit que jusqu'à présent, l'être, pour les physiologues ou pour les pythagoriciens jusqu'à ce moment-là, est un. C'est ce qu'on appelle le monisme ontologique. Ontologique, ça veut dire le principe de un constitue l'être ontologique. À partir de ce moment-là, si l'être n'est plus un, puisque deux nombres, qui, n'oubliez pas, pour les pythagoriciens, ne sont pas des symboles, mais sont la réalité elle-même, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement des symboles, c'est la réalité. Donc vous pouvez avoir deux nombres différents qui, mis au carré, donnent lieu à un seul nombre. Donc ça veut dire qu'on va passer progressivement, et ça, il ne faudra pas attendre, il faudra attendre Aristote, pour passer au pluralisme ontologique, c'est-à-dire que la réalité n'est pas une, si je puis dire, il y a une hiérarchie d'êtres
les êtres peuvent être fondamentalement différents, donc ne pas être constitués seulement avec de l'eau, seulement avec de l'air, seulement à partir d'un autre principe. C'est que la réalité peut être constituée de substances vraiment différentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour cela, ils partent des nombres. Et ça va remettre en cause, évidemment, ce que les physiologues avaient élaboré comme système. Vous savez, ils construisent tout, je dirais, ces pythagoriciens, à partir de représentations figurées. Je vous donne encore un autre exemple. Si vous prenez une autre règle bien connue et élémentaire, qu'on étudie aussi dans la première ou peut-être la deuxième année du secondaire, A plus B au carré, vous savez que c'est A carré plus 2AB plus B carré. Eh bien, il le trouve à partir de figures de nouveau. Quand on est en secondaire, parfois on apprend ça par cœur. Bon. Si vous avez ce segment de droite A, vous avez à côté le segment de droite B. Alors vous allez construire un carré à partir de A. Vous construisez le carré à partir de A. Alors, vous allez construire un carré à partir de B. Donc ceci c'est le A carré plus B carré. Et alors ici, vous allez voir, ceci c'est bien AB, ceci c'est bien AB. Donc vous avez A carré plus B carré plus 2 fois la surface qui se trouve ici. Ça va? Et ça correspond bien à la formule. Donc vous voyez, ils partent d'une figure. Donc je pars de choses très concrètes ici, parce que souvent les mathématiques, parfois on décroche, parce qu'on ne voit plus que c'est basé sur des observations liées à la réalité au départ. Voilà. Donc vous avez le carré construit sur A carré, le carré construit sur B ici, le segment droit ici, et puis alors vous avez le rectangle AB, qui est exactement évidemment le même rectangle qu'AB là, et vous avez ceci. 1 carré plus 2 AB plus B carré. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, évidemment, pour illustrer la pensée des pythagoriciens. Alors, vous voyez que ici, une autre démarche a été suivie par les pythagoriciens quand on les compare aux physiologues. C'est qu'ici, les nombres ne peuvent être que pensés. Autrement dit, les pythagoriciens, et ce sera ma conclusion pour le pythagorisme, les nombres ne peuvent être que pensés, et donc ils appartiennent au monde de l'intelligible, et non pas au monde sensible, comme c'était le cas pour les matières qui constituaient l'être découvertes par les physiologues. Les nombres sont purement intellectuels. Donc ils insistent sur le contenu intellectuel de la connaissance. Ceci est important parce qu'on trouvera ça plus tard chez Platon et Aristote. Donc on ne peut pas comprendre Platon et Aristote si on n'a pas bien compris les différentes manières d'appréhender le réel qui se mettent en place dès le 6e et le 5e siècle. Alors maintenant, j'arrive à la dernière école philosophique, ce sont les Éléates. Alors les Éléates, ils vivent également dans le sud de l'Italie, en Italie méridionale. Je vous ai parlé tout à l'heure de Xénophane, vous vous souvenez, pour vous dire que Xénophane est le premier à démythologiser l'approche de la philosophie, ou plus exactement, c'est pas ça, c'est plutôt qu'il va ridiculiser l'approche caricaturale qui est faite du divin. C'est plus exact et plus précis quand je dis cela.
le grand philosophe de cette école éléate, c'est Parménide. Alors Parménide, il va énoncer quelque chose qui vous paraît évident, mais qui ne l'est pas du tout. Hein, c'est que l'être est et que le non-être n'est pas. Vous savez, parfois, dans les classes de philo, on voit des étudiants, des élèves qui annoncent cela, hein, comme tout coule pour Héraclite. Ici, c'est donc l'être est et le non-être n'est pas. Vous savez, ça paraît évident, et c'est pas tellement évident comme ça. Quand l'être est, ça veut dire que vous énoncez à ce moment-là, parce qu'il y a un phénomène d'énonciation, vous dites l'être est et le non-être n'est pas. Quelque part, c'est logique. Hein, c'est logique. Mais de quel être parle-t-il? Est-ce qu'il parle de chacun d'entre nous? Non, pour lui, l'être, c'est en fait l'ensemble de l'univers, si je puis dire. Et cet être, pour lui, c'est une sphère parfaite, achevée donc. Les linguistes qui sont ici savent que le mot parfait veut dire achevé, parfaire. Hein, il y a par, il y a faire de facere, parfaire. L'imparfait, donc le temps de l'imparfait, c'est quelque chose qui est inachevé. Quand vous dites je marchais, ben, c'est une action achevée. Quand vous dites je marchais, c'était une action inachevée, puisqu'elle était en train de se faire. C'est de l'imparfait. Il faut de nouveau se souvenir des mots qu'on utilise, parce que je vois que les gens ne se posent pas suffisamment de questions sur la langue qu'ils parlent. Il faut au moins s'approprier sa propre langue, parce que c'est bien d'étudier les langues étrangères, mais si on ne comprend déjà pas ce qu'on dit soi-même. Hein, voilà. Alors, donc, je vous disais que pour Parménide, l'être est parfait, il est immuable, il est unique. Donc on est toujours dans un système moniste chez lui, on n'est pas dans le pluralisme ontologique. Et c'est un être également nécessaire. Il n'est pas contingent. Il n'est pas le résultat du hasard. Il est nécessaire. Voilà. Alors, vous avez bien compris quelles sont les idées principales de ces trois grandes écoles philosophiques aux origines de la pensée grecque. Il y a d'une part les physiologues qui insistent sur le contenu sensible de la connaissance, il y a les pythagoriciens qui insistent sur le contenu intellectuel de la connaissance, et alors Parménide, il est également dans la dernière catégorie, on est bien entendu, il n'est pas dans la catégorie, enfin quoique on trouve un petit peu, comment dirais-je, il complète, comment dirais-je, d'une part les résultats de l'école ionienne et d'autre part de l'école des pythagoriciens. Alors il faut savoir qu'au 5e siècle avant notre ère, ces écoles ne vont pas disparaître. On va avoir les atomistes. Les atomistes avec Démocrite. Démocrite est le premier à formaliser l'idée qu'il y a des substances infiniment petites, mais en nombre infini aussi, qui constituent tous les êtres. Et ces particules, parce que ce sont des particules, elles sont insécables. C'est l'origine de la notion d'atome. Un atome, ou un atome, parce que c'est un O en fait, un atome ne peut pas être scindé. Bon, maintenant, depuis plus de 60 ans, on sait qu'il y a moyen de scinder. Ça a donné des dégâts, comme vous savez, au Japon, le 6 et le 9 août 1945. Mais donc, atome, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle un A privatif. Tome, c'est un mot que vous connaissez quand on dit j'ai un livre qui comprend 6 tomes. Il y a 6 volumes, 6 tomes. Et donc, l'atome, c'est en fait ce qui ne peut pas être coupé. Ça veut dire insécable, littéralement. Alors, pour les autres écoles philosophiques, je verrai ça dans 15 jours. Je vous montre maintenant quelques ouvrages de base. Alors, un ouvrage très important qui s'intitule « Aux origines de la philosophie européenne » de Lambros Kouloubaritsis, publié chez Debout Université. Alors,
il était jusqu'il y a peu de temps professeur à l'université de Bruxelles. Il était assistant à l'époque où moi j'étais étudiant. Hein, donc il donnait parfois cours en l'absence du professeur titulaire, François Mazet. Alors dans cet ouvrage-là, vous n'avez pas seulement évidemment les premières écoles philosophiques, mais vous avez toute l'histoire de la philosophie grecque. Jean-Pierre Vernant, je vous le citais tout à l'heure, il a publié aux presses universitaires de France il y a bien longtemps, c'est un de ses tout premiers livres, Les origines de la pensée grecque. Et il montre dans ce livre justement qu'il ne faut pas faire de césure, comme on l'a fait longtemps au XIXe siècle, entre le mythe et la raison. Pour lui, la raison part du mythe. Et c'est la critique du mythe qui permet l'émergence de la raison. Alors, une synthèse excellente, je me suis bien entendu plus qu'inspiré pour ce cours aujourd'hui, de Jean Brun, Les présocratiques aux presses universitaires de France. C'est un ouvrage très pédagogique, très clair. Alors, Diogène Laërce, il fait partie de ce qu'on appelle les doxographes. Ce sont en fait des gens qui, dans l'Antiquité déjà, ont essayé de réunir des fragments et de faire la biographie des philosophes. Donc Diogène Laërce, ici, il y a 2 volumes dans la collection Garnier-Flammarion, ça s'intitule « Vie, doctrine et sentence des philosophes illustres ». Donc c'est un ouvrage de l'Antiquité grecque, hein, écrit en grec à l'origine. Alors maintenant, si vous voulez voir, étudier, comprendre, c'est très poétique en plus, les auteurs que je vous ai cités, vous avez des recueils de fragments, de tous les fragments que l'on possède. Les penseurs grecs avant Socrate, de Thalès de Milet à Prodicos, en Garnier-Flammarion. C'est très gai, vous savez, que de se replonger dans les tout premiers textes de philosophie. Alors, dans la même veine, avec le même sujet, une grosse anthologie, Les écoles pré-socratiques, édition établie par Jean-Paul Dumont, en folio essai. Alors là, c'est nettement plus volumineux, puisqu'avec l'appareil critique, il y a près de 1000 pages. Alors un auteur que j'aime beaucoup, pas spécialement pour ce livre-ci, mais Paul Lisan, qui est un communiste qui est mort sur le front dans les premières semaines de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, et qui a renié, à juste titre, qui a quitté, il n'a pas renié le communisme, mais il a quitté le Parti communiste en 1939, quand il a appris que Staline avait signé un accord avec Hitler, ce sont le fameux traité, le pacte de non-agression, le 23 août 1939. Mais il a écrit ici un ouvrage qui s'intitule « Les matérialistes de l'Antiquité, Démocrite, Épicure et Lucrèce ». Démocrite, je viens de vous en parler, les autres, je vous en parlerai dans des leçons ultérieures. Il a écrit de très beaux livres, comme en 1931, Aden Arabi. Alors là, c'est un ouvrage qu'il faut lire. Moi, je me souviens, quand j'enseignais la philosophie en secondaire, jadis, j'avais fait faire un travail sur Paul Lisan, Aden Arabi, et un autre également sur les chiens de garde, du même auteur. Et j'ai une étudiante, et ça m'a fait plaisir, elle avait mis un gros travail, elle avait été passionnée, cette étudiante, par Paul Lisan, et elle m'écrit j'ai enfin trouvé mon maître. Alors vous pensez bien que pour un professeur de philosophie, d'avoir une étudiante qui écrit j'ai trouvé mon maître, vous dites j'ai fait découvrir quelque chose à un de mes élèves. Et donc là, c'est une petite récompense. On a de temps en temps, comme ça, une petite graine qui est plantée, et puis parfois 20 ans plus tard, vous rencontrez un étudiant qui vous dit « Ah, monsieur Dufay, j'ai lu tel auteur, vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a apporté. » Alors évidemment, ici c'est un cours de synthèse, mais c'est quand même, vous savez, très gai d'être professeur, et quand on entend une réaction de ce type-là, on se dit ben, j'ai pas raté ma carrière, j'ai pas perdu mon temps, et quand je voyais des étudiants qui n'écoutaient pas ou qui dormaient, il y en avait quand même aussi d'autres qui étaient intéressés, et ça a développé une réflexion chez eux. C'est ce qui permet de tenir psychologiquement aussi, parce que parfois... Bon. Alors, 2 auteurs qui ont permis d'approfondir, l'un au XIXe siècle et l'autre au XXe siècle, les présocratiques, c'est Martin Heidegger, qui était professeur à l'université de Fribourg en Allemagne, c'est pas Fribourg en Suisse, c'est Freiburg in Breisgau. Et Martin Heidegger a écrit une introduction à la philosophie qui date, si mes souvenirs sont bons, de 1929, c'est 2 ans après son grand livre
L'être et le temps, je crois avoir la date ici, je vérifie. Ce texte rédigé, voilà, ça date de 1935, hein, parce que son grand livre, sa thèse s'intitule L'être et le temps, Sein und Zeit. Alors, c'est un ouvrage que beaucoup de spécialistes de la philosophie grecque, des premières écoles, considèrent qu'il faut l'avoir lu pour comprendre les présocratiques. C'est un petit peu poussé, hein, mais bon, il a effectivement ouvert de nouvelles perspectives, et grâce à lui, à Nietzsche, on peut se rendre compte que la philosophie grecque n'est pas une abstraction à l'origine, c'est quelque chose qui est lié à la vie, au vécu. Alors c'est lui qui explique en particulier pour Parménide, mais il le dit surtout d'abord aussi pour Anaximandre, qu'en fait l'être n'est rien d'autre que cette béance, cette ouverture à une époque où il n'y avait pas encore distinction entre le sujet et l'objet. Vous savez que le mot objet, ça signifie ce qui est jeté devant le sujet. Ob en latin, ça veut dire en face de. Et j'ai, c'est jeter. Hein, je crois qu'il y a des germanistes ici parmi vous, et en allemand, mais c'est évident, hein, objet, der Gegenstand, gegen, contre, en face, Stand, ce qui est devant, ce qui est posé devant, Gegenstand. Alors, enfin, de Friedrich Nietzsche, la naissance de la philosophie à l'époque tragique. Alors lui, il montre justement que la philosophie à l'origine, ce n'est pas une abstraction. Et c'est dans cet ouvrage-là et dans d'autres qu'il a expliqué la différence entre la perception, l'art dionysiaque et d'autre part l'art apollonien. D'une part, l'art de la vie, hein, la danse, le théâtre, et en face de ça, l'art, je dirais, statique apollonien, qui est celui du Parthénon, si vous voulez, de la beauté, abstraite, formelle, etc. Et il oppose, lui, son penchant, du côté évidemment de l'art dionysiaque. Alors ici, il a écrit un ouvrage, donc, en 1873, qui est dédicacé à Cosima Wagner. Hein, c'est bien sûr Wagner, c'est la même Cosima. Hein, à l'époque où il enseignait à l'université de Berne et où il développe justement ce que je viens de laisser entendre maintenant. J'ai dit.